Bonjour, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle émission hebdomadaire des Carnets de Comaguère. Je salue Roselyne, qui est finalement en cabine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et je salue nos invités, à qui nous donnerons la parole un peu plus tard, après le début de l'émission, donc qui sont deux porte-paroles. C'est le titre officiel qu'on peut donner, d'un parti, ou plutôt de l'organisation de jeunesse d'un parti qui s'appelle les Jeunesses Révolutionnaires Communistes de France, JRCF. Je n'ai rien écorché. La jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Ah voilà, c'est le vrai. Alors voilà le vrai titre. Hein. Donc ils nous expliqueront justement le rapport entre une structure qui s'appelle la jeunesse et le parti dont elle est issue et dont elle est un des modes d'expression, disons. Donc je salue Quentin et Maxime qui sont là à nos côtés et on parlera tout à l'heure donc des élections européennes, de leur sens et puis du positionnement. Ça sera un aspect qui méritera d'être dit puisque vous êtes tous qui nous écoutez potentiellement des électeurs, convaincus d'aller voter ou pas. D'ailleurs la question se pose assez largement dans l'opinion publique et ils développeront la position de leur parti qui est de dire il ne faut pas y aller alors que d'autres disent il faut quand même y aller avec tous les risques et tout le manque d'intérêt que ça peut avoir parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a quand même 34 listes et vous êtes peut-être en train de vous gratter la tête mais comment je vais faire là au milieu. Il faut avoir le temps de regarder 34 programmes. J'ai compté avec 80 noms par liste, puis c'est obligatoire dans la 80 noms. On est quand même à 2754 candidats. Donc, oui, ça fait beaucoup. Alors, effectivement, donc, beaucoup vont passer sous la table, on n'en parlera plus jamais après cette campagne-là, mais ils sont là. Et donc, et c'est une réflexion qu'il va y avoir sur notre démocratie et le sens de ce vote et le sens de ce Parlement. Quel effet produit la mobilisation de ces 2750 personnes, et plus que ça, parce que s'ils ont trouvé tous ces noms, ces 80 noms, c'est qu'ils ont cherché alentour et qu'ils n'ont pas eu les 80 noms tout de suite. Donc c'est un temps militant considérable, c'est une énergie militante considérable, et je ne parle même pas de question d'argent, mais j'imagine que c'est aussi assez considérable et qu'on peut effectivement se ruiner même pour avoir 0,1% des voix. Donc tout ça, c'est une vraie question sur l'exercice de la démocratie dans nos pays, qui est considéré comme un acquis pour le progrès, puisque tout le monde, il y a égalité des droits, et que cette égalité des droits, en fait, elle n'existe et elle ne fonctionne, elle ne produit effet qu'un jour donné, et le reste du temps, l'égalité des droits, ça se discute, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc on va donner la parole à nos deux invités, donc Quentin et Maxime, qui vont nous présenter d'abord leur groupement, j'appelle ça comme ça, les rapports qu'il a avec le PRCF, et puis on va parler du sujet, cette élection au Parlement européen du 9 juin. Voilà, on vous écoute. Alors déjà, moi c'est Maxime, j'ai 20 ans, je suis en 3e année d'études de cinéma. Oui, et moi c'est Quentin, du coup je suis étudiant en Master 2 de recherche en sciences politiques. Et merci à vous pour cette invitation. Et donc on est militant de la JRCF, donc comme tu l'as dit, c'est l'acronyme des Jeunes pour la Renaissance communiste en France. Oui. Donc c'est l'organisation de jeunesse du PRCF, le pôle de Renaissance communiste en France. On travaille à la renaissance d'un parti communiste de lutte et de combat, permettant de porter les aspirations profondes de la classe ouvrière sur la base des analyses de Marx, Engels et Lénine. Donc on est marxiste-léniniste. On s'est créé dans les années 2000, quelques années après la création du PRCF, qui s'est créé lui en 2004, afin de mener à notre échelle en tant que jeunes le combat contre le capitalisme, pour la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, et pour l'avènement du socialisme, de ce qu'on appelle aussi le CNR 2.0, donc c'est en référence au programme progressiste du CNR, le Conseil national de la résistance, et aussi d'un Frexit progressiste. Et donc c'est dans ce contexte des élections européennes que d'ailleurs nous on appelle le scrutin européiste, qu'on appelle le plus justement au boycott, afin de délégitimer l'Union européenne et de préparer le terrain justement à une sortie progressiste de l'Union européenne, c'est-à-dire un Frexit progressiste, car nous on pense que justement l'enjeu de ces élections, c'est de légitimer l'Union européenne et de préparer le saut fédéral européen. Voilà. Ça, il faudra que tu développes. Oui, je développerai. Le saut fédéral, oui, c'est très très important. Et donc, là, je commencerai sur une nouvelle édition de l'Eurobaromètre qui révèle que la France est le pays membre de l'Union européenne dont la population est la plus eurosceptique.
On constate effectivement que l'abstention elle est en progression depuis plusieurs années. Parce que justement les travailleurs se rendent de plus en plus compte que ce qu'on nous vend comme l'Europe sociale, je mets des guillemets, l'Europe des peuples, je remets des guillemets, en fait c'est du pipeau quoi. En réalité, l'Union européenne, ça commence par la casse des services publics, donc la casse de l'éducation, des hôpitaux. La France, elle était connue à l'international justement pour sa qualité en termes de santé, la casse de la SNCF, de l'EDF, de la Poste. Également des conquêtes sociales évidemment, puisque la France est quand même marquée, on a parlé avec le CNR, d'une histoire on va dire ouvrière importante, qui nous ont permis justement d'obtenir le CNR, qui est aussi jalonné des luttes des FTP-MOI et de la Commune de Paris par exemple. Sans oublier évidemment la Révolution française qui donna lieu à la République une et indivisible qui justement est en train de se faire détruire. C'est en cause, oui. Exactement. Donc ces conquêtes sociales aussi, comme du coup la sécurité sociale, le code du travail, les retraites par répartition, le statut de la fonction publique, et également du produire en France industrielle, dans le sens où la France est de plus en plus désindustrialisée. Voilà, assez massif. Et ça rentre en fait dans le cadre des traités européens, je pense notamment à Maastricht, selon le principe de, ouvrez les guillemets, la concurrence libre et non faussée. Voilà. Et donc au sujet des services publics, il me semble important de relever ce que disait Geneviève Leguet. Donc c'est une gilet jaune, une militante d'Attaque, qui s'est fait agresser violemment par des policiers lors d'une manifestation à Nice. Et donc elle disait ceci: le Code du travail compilait 150 ans de conquête sociale, vous le détricotez. Vous, elle parle de l'Union européenne. Bien sûr. La sécurité sociale, véritable bijou que le monde entier nous envie, vous l'offrez aux appétits des assurances. Vous organisez la contre-réforme des retraites, vous cassez l'assurance chômage, vous bradez notre patrimoine, vous détruisez les services publics, toujours pour privilégier le privé, notamment en cassant les hôpitaux de l'intérieur. Votre politique est une véritable honte au regard de celle qui fait cohérence et qui fait peuple. Et pour nous, c'est justement très important cette notion de souveraineté, puisque nous on défend l'idée de patrie selon l'idée de Georges Politzer, c'est-à-dire la nation c'est le peuple. C'est toujours selon cette idée-là, complètement aux opposés des idées nationalistes, c'est évident. Il y a aussi une évidence qui est à rappeler, c'est l'illégitimité de l'Union européenne. Oui. Puisque l'Union européenne, déjà, elle est faite depuis le traité de Rome de 1957. Elle a été construite pour imposer une dictature de classe bourgeoise contre les peuples, pour renforcer l'impérialisme de l'OTAN et de l'Union européenne, sous l'égide évidemment des États-Unis. Et donc le traité de Rome de 1957, il consacre la libre circulation des capitaux et des marchandises et le règne de la concurrence libre et non faussée dont on a parlé. Les travailleurs, ils ont plusieurs fois exprimé leurs revendications via leur mouvement contre la réforme des retraites, dans les rangs des Gilets jaunes et récemment en participant au mouvement des agriculteurs, justement, contre cette pseudo-légitimité de l'Union européenne. Donc déjà, il faut savoir que le fonctionnement en soi de l'Union européenne est bureaucratique, et c'est un petit mot pour définir ce que c'est, puisque c'est la Commission en gros qui écrit les lois, qui les fait voter. J'ai appris moi en regardant le reportage Bruxelles Business de Mathieu Leiter et de Friedrich Moser qu'il y a 2500 lobbies qui jouxtent les rues du Parlement européen à Bruxelles. Donc évidemment, c'est toujours sous une influence des lobbies, vu que c'est toujours dans un but qui sert à une classe, quoi, qui est la classe bourgeoise. Et donc c'est bien la preuve que l'Union européenne, c'est pas une instance démocratique. Premièrement, on a eu aussi le non en 2005. Malgré un énorme matraquage médiatique, il me semble qu'il y avait, je crois, 80%, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était à hauteur de 80% des médias qui incitaient au oui et qui invitaient des personnes qui faisaient toujours la promotion du oui, donc à la Constitution européenne. Et donc malgré ce matraquage médiatique en faveur du oui, les Français, dont 70% des ouvriers, c'est important de le préciser, ont dit non à la Constitution européenne.
parce qu'ils voyaient déjà en fait que depuis 20 ans, la destruction de leur lieu de travail, les privatisations et les délocalisations permises par le traité de Maastricht. Bien sûr. Et donc, le fin mot de cette histoire, c'est le fonctionnement antidémocratique de l'Union européenne, puisque ce nom des Français n'a pas été pris en compte, puisque à peine 2 ans plus tard, en 2007, le traité de Lisbonne passe, un traité de Lisbonne qui est en fait une copie quasi conforme de cette constitution. Donc il y a une hypocrisie totale. Et d'ailleurs, en Irlande, ils ont fait revoter... autant de fois que nécessaire. Voilà, exactement. Jusqu'à que ça soit accepté, entre guillemets, par le peuple irlandais. Donc on voit bien que c'est une absurdité totale. Et donc depuis cette année-là, les traités, ils sont plus ratifiés par des référendums populaires, mais par les parlements nationaux qui sont beaucoup plus dociles, évidemment. Et donc ça nous amène à la question du saut fédéral européen, qui pour nous est primordiale. Tout à fait. Donc la question du saut fédéral européen, elle se trouve pas uniquement dans les discours, elle se trouve très concrètement, très matériellement. Elle est ancrée dans une résolution adoptée par le Parlement européen et l'Assemblée nationale le 22 et 29 novembre 2023. Ça n'a rien d'étonnant, même certains médias dominants en parlent. Libération, par exemple, on peut lire dans Libération, je cite, « La France et l'Allemagne gouvernées par Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont totalement alignées avec ces propositions fédéralistes. » Donc ça n'a rien d'extraordinaire de croire ça. On peut se pencher notamment sur le cas de la collectivité européenne d'Alsace pour avoir un petit peu un avant-goût de ce que va sûrement devenir la France si un saut fédéral européen se produit, ce qui va sûrement être le cas. Donc pour rappel, il y a l'Alsace, ça s'appelle maintenant la collectivité européenne d'Alsace, donc la CEA. Et donc, on pourrait résumer ça comme ça. Brigitte Klinkert, qui est ministre déléguée à l'insertion, elle nous dit ça. Elle nous dit que la collectivité européenne d'Alsace, voulue par le président de la République, va devenir un laboratoire de la décentralisation et un laboratoire européen pour la France. Donc, elle fera la promotion d'une marque Alsace. C'est le terme qui est employé, c'est le mot marque Alsace. Et ça, en fait... cette collectivité européenne d'Alsace, comme je l'ai dit, c'est juste un avant-goût de ce que va devenir non seulement la France, mais les autres pays de l'Union européenne, puisque l'Union européenne ne sera alors qu'une fédération, en fait, tout simplement. Et donc la position du PRCF et de la GRCF, c'est pas de se placer, contre l'élection en soi. Quand on appelle au boycott, c'est pas en disant les élections, dans tous les cas, ça ne sert à rien, il faut jamais voter. On a une position qui est dialectique, donc en fonction de la situation, en fonction des conditions concrètes, on produit une analyse concrète et qui va déterminer nos moyens, nos actions politiques et nos campagnes. Et comme je le disais tout à l'heure, on se revendique surtout de Marx, Engels et de Lénine. Et il faut savoir que même Lénine avait participé au boycottage des élections de la Douma en 1905. Et il disait ceci: le boycottage est le seul moyen de lutte le plus décisif qui s'attaque non pas à des formes d'une institution donnée, mais à son existence même. Le boycottage est une déclaration de guerre directe à l'ancien régime, une attaque directe contre lui. Et il ajoutait cette chose si simple que n'ont absolument pas su comprendre les social-démocrates opposés au boycottage. Parce que évidemment, quand on boycotte, on le fait pour révéler la nature de classe de l'Union européenne. On se place contre l'Union européenne. Et c'est pas une attitude passive, c'est toujours avec l'horizon d'un Frexit progressiste. C'est pas une attitude fataliste. C'est toujours dans l'horizon de sortir de l'Union européenne, en premier lieu évidemment de l'OTAN, du capitalisme et de l'euro. Et on peut voir qu'en fin de compte, notre position, elle n'est pas si extravagante que ça, puisque les travailleurs non seulement continuent de s'abstenir, l'abstention elle est en progression, et même les jeunes, ça nous concerne directement puisque moi j'ai que 20 ans, quoi. Même les jeunes entre 18 et 24 ans envisagent de ne pas aller voter justement majoritairement pour le 9 juin. Il y a 70% selon l'Humanité de jeunes qui ne vont pas aller voter. Voilà, parce qu'ils voient pas l'intérêt en fait. On nous a bassinés en fait à l'école
sur le projet européen, comme quoi, avec des images de gens qui se tenaient la main, autour des petites étoiles. Voilà. Mais en fait, c'était tellement abstrait, c'était tellement flou que ça n'avait aucun sens pour nous. On comprenait rien au fonctionnement de l'Union européenne. Et je crois que même aujourd'hui, beaucoup de gens auraient du mal et ne comprennent pas ce fonctionnement, ce qui est fait évidemment exprès. Et donc, comme on l'a dit, notre position d'abstention, elle n'est pas si extraordinaire. Souvent, on nous oppose l'idée que l'abstention servirait l'extrême droite. Mais déjà, si plus il y a d'abstention, moins il y a de voix pour l'extrême droite. Bien sûr. Ça, c'est un fait, ça. Donc, boycotter, c'est pas donner des voix à l'extrême droite, comme beaucoup de personnes le pensent. Le véritable danger, pour nous, il se trouve dans la légitimation de l'Union européenne, qui fait justement, elle, factuellement, monter l'extrême droite partout en Europe, depuis des dizaines d'années, malgré la présence, on pourrait appeler fantoche, de certains partis dits de gauche au Parlement européen. Je ressors une citation de Daniel Freyend, qui est un eurodéputé allemand écologiste, qui dit exactement « La montée de l'extrême droite en Europe n'est pas une fatalité ». Bien sûr. On voit bien, du coup, avec cette citation et avec l'effet que j'ai évoqué, que l'Union européenne, non seulement, évidemment, comme toute chose, a un caractère de classe, et que son caractère de classe est bourgeois. Et que sa frange extrême, qu'est l'extrême droite, se pâme complètement dans l'Union européenne, puisque pour elle, c'est parfait, parce que l'extrême droite idolâtre le mythe d'une civilisation européenne, blanche, voilà. Arienne, pourquoi pas. Voilà. Tant qu'on y est. Occidentale, etc. Oui. Ce qui est en fait l'ennemi numéro 1 des travailleurs, et je dirais même de tout humaniste, quel qu'il soit, quoi. Donc on s'inscrit dans ce contexte-là, et comme tu l'as évoqué en parlant notamment de la question de la Palestine et de la Kanaki, on essaye aussi, c'est toujours dans le contexte aussi de la montée, de l'escalade pour la guerre. Donc évidemment, si la France et tous les pays de l'Union européenne se transforment dans une fédération, quoi, ça voudra dire qu'on perdra complètement notre souveraineté nationale, qui sera du coup arrimée à l'OTAN. Et on peut lire d'ailleurs sur le site internet des ministères des Armées, les armées françaises sont pleinement engagées dans le renforcement de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. On lit aussi dans Euronews que le chef de l'armée britannique invite les citoyens à se préparer à une guerre massive avec la Russie. Et Macron aussi disait en 2018 « On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne ». Donc tout ça, ce sont des choses qui sont préparées, notamment lors du congrès de Vilnius qui a eu lieu en 2022, où ils ont décidé de faire passer de 40 000 à 300 000 la présence, le nombre de soldats de l'OTAN sur le sol européen. Donc évidemment, pour préparer cette guerre, il faut de l'argent, il faut même des milliards d'euros. Et si tous les travailleurs européens, qui font partie en tout cas du continent européen, voient leur salaire se faire de plus en plus couper, voient leurs services publics se faire de plus en plus attaquer, c'est évidemment parce que l'argent il part ailleurs, et que l'argent il part notamment en milliards dans le financement de canons qu'on envoie à l'Israël, à l'Ukraine, et aussi en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Donc c'est toujours dans cette perspective-là. Et donc, pour nous, c'est primordial d'apporter cette question aussi de la paix, puisque l'Union européenne, c'est pas, entre guillemets, je mets des guillemets et j'insiste là-dessus, une organisation bourgeoise qui pourrait vivre éternellement comme ça, en faisant une propagande qui viserait à nous faire rêver et à faire quelques coupes de salaire par-ci par-là. C'est pas quelque chose d'éternel. Et actuellement, elle est en train de nous mener clairement à une guerre, comme elle nous a mené à une guerre en Yougoslavie dans les années 90. Et comme actuellement, elle finance, elle est un des acteurs principaux avec les États-Unis et l'OTAN, même si je ne sais pas si les distinctions sont très claires à ce niveau-là, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Bien sûr. Elles sont claires en sens que chacun sait que toutes les décisions de l'OTAN sont prises à l'unanimité, et que donc il suffit que les États-Unis disent non pour que ça n'ait pas lieu, et l'inverse. Quand ils disent oui, tout le monde y va, et tout le monde paye.
Oui. C'est un peu ça, puisque l'idée qu'il y a là derrière, il n'y aura pas d'armée européenne, puisqu'en fait, ce sera dans le camp de l'OTAN, mais les Européens payeront plus. Oui. C'est ce que Trump a dit, a passé 4 ans à dire ça, et c'était tout à fait lucide de sa part, il a payé. On a voté à l'Assemblée nationale un plan de 413 milliards d'euros sur 7 ans. Sur 7 ans, tout à fait. Pour renforcer le budget de l'armement. Donc c'est pas pour rien. Et évidemment, ce budget de l'armement, il n'est pas consacré uniquement à l'armement français, puisque la France fait partie de l'OTAN, fait partie de l'Union européenne. Tout à fait. Et d'ailleurs, à titre anecdotique, même s'il me semble que cette anecdote pourrait révéler, on va dire, ce qui va advenir de l'armée française dans le futur, récemment, le porte-avions Charles de Gaulle a été essayé par l'OTAN. Voilà. Il était sous commandement, il vient de revenir à Toulon, et effectivement en Méditerranée, il était sous commandement OTAN, sous commandement américain en fait. Donc c'est clair maintenant. Déjà on savait que les avions français, les Rafales, pouvaient atterrir sur les porte-avions américains. Là c'est dans le sens inverse, mais effectivement l'intégration est quasi totale. Il n'y a pas l'ombre d'un doute par rapport à ça. Je voulais faire une petite lecture par rapport aux auditeurs qui se disent mais ça sert à quoi de voter et qu'est-ce que c'est que ce Parlement européen. Vous citez un certain Valéry Giscard d'Estaing. Alors c'est une interview de 2019 puisqu'il est décédé depuis, et il était interrogé par Europe 1 et il disait d'abord je suis l'auteur de la Constitution européenne rejetée par les Français en 2005. Il disait c'est moi qui l'ai rédigée. Le Parlement européen n'a pas de pouvoir, il sert juste de chambre d'enregistrement des textes de la Commission européenne. Et je cite lui-même Giscard, alors, il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen n'est pas important. C'est nous, je dirais presque c'est moi, bon là on retrouve Giscard fidèle à lui-même, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Bon, donc c'est parfait. Hein, donc ça vient de la bouche du cheval, comme on dit. C'est celui qui a créé ça, qui dit exactement ce que c'est, et ça donne une perspective aux gens qui nous écoutent et qui disent « je vais aller voter pourquoi ?» Je vais aller voter pour rien en fait. Si, pour des gens qui sont payés 7 500 € par mois et qui font des motions idéologiques, dans le sens l'OTAN c'est bien, l'Europe c'est bien, le socialisme c'est mauvais, enfin on sait, ils sont tout à fait en capacité, et là ils sont à la limite payés pour ça, de faire un travail idéologique de sape contre tous les régimes de gauche. C'est surtout ça la fonction des députés européens. Et vous allez voir qui va arriver à l'Assemblée, dans cette Assemblée-là, on va bien, il y aura beaucoup de gens qui tiendront ce discours, à commencer par l'inénarrable Glucksmann, il est là pour ça. C'est très très clair. Donc, je dis ça juste au passage, ne rêve pas à une gauche anti-européenne, elle est pratiquement la gauche anti-européenne, c'est vous. Mais c'est pas ni Glucksmann, ni les écolos, ni quoi que ça. Il y a très très peu de monde aujourd'hui dans la gauche, et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Alors, par votre attitude du boycott et par le contenu de votre boycott et sa signification. Voilà. C'est vrai que ce qui est assez alarmant, c'est le silence total en fait de toutes les forces, on va dire progressistes ou social-démocrates, sur justement le saut fédéral imminent. Dont le but est la création d'un État supranational, un État fédéral européen dans lequel la France et donc sa République unie indivisible est totalement dissoute. Et dans la résolution pour la révision des traités européens de novembre 2023, il est prévu tout un certain nombre de choses, dont notamment la suppression de l'adoption des décisions à l'unanimité des États membres à la simple majorité, dans une perspective aussi d'élargissement de l'Union européenne au-delà des frontières européennes. Donc, ce qui est assez cocasse. Et donc dans ce cadre-là, en fait, du jour au lendemain, si par exemple l'Allemagne arrive à convaincre d'autres pays à avoir la majorité simple de... par exemple, que la France supprime son SMIC, que la France supprime la sécurité sociale, supprime EDF, la SNCF, etc. Tout ça, ça sera évidemment possible. Et donc, comme tu le disais, oui, le Parlement n'est qu'un simple vernis démocratique qui a été créé dans les années 70. Il me semble que c'était Jacques Delors qui disait qu'il fallait qu'on donne l'impression au peuple que l'Europe, que l'UE était démocratique. Et donc, oui, le Parlement n'a pas l'initiative de loi,
les députés européens, nous on a 86 sièges, il me semble. Ouais. Donc le ratio électeur-député, il est de 1 pour 86, enfin environ 100 000, un peu moins de 100 000 citoyens. Donc à quel moment un député européen représente un Français? Est-ce que c'est... Enfin, un député européen pour la France représente un Français. Les députés européens sont totalement hors sol. Ils ne représentent rien le peuple français. Et comme tu dis, on voit bien que c'est un tremplin pour faire des carrières politiques, que ce soit pour les partis d'extrême droite. Hein, beaucoup de partis d'extrême droite dans l'Europe ont utilisé les élections européennes, le Parlement européen, pour déjà toucher des sous et ensuite... Oui, la trésorerie du parti. Voilà. Comme Jordan Bardella, dont le discours politique est complètement vide. Creux, oui, totalement creux. Mais ça n'a pas d'importance. Oui, ça a pas de... Ouais. Non, il y a ça, hein, la manne financière. Alors, il faut savoir que la manne financière, il faut que les gens le sachent, l'Union européenne ne perçoit pas d'impôts. Donc l'Union européenne vit des contributions des États membres. C'est-à-dire que quand vous allez voir dans la rue, il y en a depuis hier, des grandes affiches là avec le drapeau et les étoiles et tout, c'est vous qui les avez payées. Hein, oui. C'est vous qui les avez payées. Et même on perd de l'argent puisque... Oui, en plus, il y a le déséquilibre entre ce qui est offert et ce qui est reçu. Exactement, de 2014 à 2017, c'est même confirmé par des sites pro-européens, la France a perdu 6,7 milliards d'euros. Voilà. Et donc c'est des sites pro-européens, donc faudrait recalculer. Mais c'est évident que la France perd de l'argent et aussi dans le cadre de sa désindustrialisation se met en danger. Notamment, je pense à la crise sanitaire qu'on a eue pour le Covid. Tout à fait. Avec, alors, puisqu'on est sur la crise sanitaire, rappelons le rôle décisif et dramatique de la Commission européenne, puisque c'est une instance de la Commission qui est un organe élu par personne, qui a décidé donc de faire un appel d'offres européen pour les vaccins, qui a choisi un vaccin, le vaccin qui était porté de l'intérieur par le mari de Madame von der Leyen. Alors, c'est quand même beaucoup. Et ça, personne n'a rien dit. Alors, sur le vaccin, je n'ai pas d'opinion. Je sais qu'il y en avait d'autres. Il y avait des vaccins cubains, il y avait des vaccins chinois, il y avait des vaccins russes. Les Européens n'ont eu droit qu'à celui-là. C'était le vaccin de Madame von der Leyen. C'est ça, l'Europe. C'est des choix qu'on impose à 450 millions de personnes sur la base de trafic d'influence et de corruption. Je n'ai pas parlé, mais on peut le redire aussi. Il y a 2 ans, on a découvert chez des dirigeants de la Commission européenne des valises de billets issus de la corruption par les lobbies que tu mentionnais. Ça ne fait pas partie de la campagne actuelle, on ne l'a pas dit, alors que c'est le fonctionnement quasi normal, parce que les lobbies dont tu parlais tout à l'heure, c'est des gens qui sont installés à Bruxelles, ils sont beaucoup plus nombreux que les fonctionnaires de la Commission, et ils passent leur temps à aller les voir. Mais ça, il ne faut pas que ce projet passe, là par contre, il faudrait retoucher ici et là, et puis viens déjeuner, et puis je t'emmène, on fait un week-end à Chypre, etc. Ils ne se cachent même pas. Ils ne se cachent même pas, non. Donc la corruption est étalée. Moi, j'ai eu l'occasion de siéger à Bruxelles dans des commissions syndicales européennes, puisque j'étais militant syndical, et j'ai vu la largesse des permanents qui étaient là. On allait dans des restaurants, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse aller manger à des endroits pareils, mais ça, c'était aux frais de l'Europe, c'était la fête, et donc il y avait corruption des militants syndicaux de base. C'était manifeste. Bon. Alors, quand on a vu ça, on sait qu'il n'y a rien à attendre, si ce n'est un niveau de corruption encore supérieur, et donc l'obéissance à des intérêts. Alors, Pfizer, puisque parlons de Pfizer et de M. von der Leyen, a fait beaucoup de bénéfices sur le dos des Européens. Est-ce que le vaccin servait à quelque chose? Le débat est ouvert encore, mais de toute façon, c'est tout à fait anormal que ce soit un organe bureaucratique non contrôlé qui décide de la santé de 450 millions de personnes. Et illégitime. Et voilà, et illégitime, tout à fait. Sans légitimité, puisque tout le monde est nommé par son gouvernement, etc. Donc ça, c'est très très bien. Alors, vous êtes sur cette position de boycott, on est presque au bout. Est-ce que vous avez des alliés objectifs qui défendent la même position que vous? Parce que je sais qu'il y en a, donc il est bon de dire que vous n'êtes pas seul à avoir cette position. Et donc, c'est bien de dire c'est un débat qui a lieu, qui est alimenté par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont sur la même position que les JRCF et que le PRCF. Oui. C'est Quentin qui répond. Voilà. Il y a eu une manifestation. Il va y avoir une manifestation unitaire le 1er juin
À Paris. Samedi. Samedi, donc avec le PRCF, la GRCF, le PARDEM, le SDP et une autre organisation dont j'ai... Le RPS et le DPC. Voilà. Exact. Et donc, toutes ces organisations politiques on se retrouve, on a un point d'accord sur la ligne eurocritique et sur l'importance de délégitimer en masse, puisque c'est vraiment ça, ce qui est important, c'est la délégitimation en masse du scrutin du 9 juin, parce qu'une participation très importante à ces élections pourrait être utilisée ensuite a posteriori par tous les parlements pour légitimer le sommet européen. Tout à fait. Et donc, non, on n'est pas seul. À porter le mot d'ordre du boycott, même si on est aussi l'une des seules organisations communistes, marxistes-léninistes à affirmer clairement la nécessité, dans le combat communiste actuel, du Frexit progressiste. La sortie de l'Union européenne est évidemment nécessaire, puisque c'est un carcan qui vise à rendre en fait le socialisme impossible. Que ce soit avec les critères de Maastricht, que ce soit avec l'interdiction des nationalisations aussi. Toute nationalisation est de fait impossible au sein de l'Union européenne. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un combat qu'il faut mener. Et comme tu l'as dit, c'est aussi une question d'énergie, dans le sens où toute cette énergie qui est mise dans les élections, tout cet argent qui est mis dans ces élections pourrait être mis ailleurs au profit d'un Frexit progressiste. Tout à fait. Et qui est nécessaire, et surtout en vue de la situation géopolitique mondiale actuelle. Bien, je regarde là. Vous serez peut-être pas à Paris, si vous êtes à Paris tous les deux. Alors non, parce que le 1er juin, il y a le café marxiste d'Annie Lacroix-Rie. Je tendais là une énorme perche. Et oui, le café marxiste d'Annie Lacroix-Rie, donc à propos de son ouvrage Le choix de la défaite, qui parle du fascisme français, et donc dans sa responsabilité justement dans l'après-guerre et dans la fin de la guerre aussi. Donc ça comment la bourgeoisie française a vendu la France avant la guerre dans les années 30 et a préféré Hitler plutôt que le Front populaire et a activement préparé la défaite française en 39-45. Et donc ça se passera à mon café, donc c'est à la Plaine. À la Plaine, voilà. De 14h30 à 16h30. Très bien. Donc j'invite tous les... Quel jour Le 1er juin. Samedi prochain. Voilà, samedi prochain. Grand merci à bon toi. Courage dans votre bataille. Merci à vous. On partage beaucoup des mêmes objectifs et on le fait comme ça à longueur d'année, à longueur de semaine. Oui. Et puis voilà, il faut que ça avance et puis surtout éviter qu'il y ait des divisions de gens qui se présentent au nom des mêmes valeurs que vous et qui font un travail dans le sens inverse. C'est très très... Bon, je ne veux pas les enfoncer, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Dommage. On le regrette. Merci encore de votre présence.